Bonsoir et bienvenue dans Ambition présidentielle sur rmiinfo.com. En cette période de pré-campagne pour la présidentielle 2024, nous sommes en action à la rencontre des candidats qui vont nous exprimer leur programme, leur vision, leurs ambitions présidentielles. Bienvenue sur rmiinfo.com. Les citoyens mauritaniens vont exercer leur droit de vote le 29 juin 2024 pour élire le président de la République. À la tête du pays depuis 5 ans, Mohamed Cheikh El Ghazouani a officiellement déposé sa candidature pour un second mandat devant le Conseil constitutionnel. Le paysage politique mauritanien est animé par une dizaine de candidats ayant fait part de leurs ambitions présidentielles. Dans un communiqué publié le 29 avril 2024, plusieurs candidats dénoncent une entrave à la démocratie, accusant ainsi le camp de Ghazouani de manipuler le processus de parrainage. Les défis qui attendent la Mauritanie demeurent nombreux et complexes. La lutte contre la pauvreté persistante, le chômage, les problèmes liés à l'immigration, la corruption et ses conséquences dévastatrices, ainsi que la nécessité de renforcer les services sociaux et les infrastructures constituent autant de priorités pressantes pour le prochain président. Par ailleurs, la gestion judicieuse des ressources telles que le gaz, l'hydrogène, le secteur de la pêche, de l'agriculture et le tourisme représentent un enjeu crucial pour l'avenir économique du pays. Parmi les acteurs de cette compétition politique, Hamidine Khan se distingue. Ancien membre des Flammes Renouveau et jusqu'à récemment engagé au sein du parti AJDMR, ce technocrate titulaire d'un doctorat en économie obtenu en Bulgarie aspire à sortir la Mauritanie de l'impasse politique et économique dans laquelle elle se trouve. Hamidine Khan nous fait part ce soir de son ambition présidentielle. Bonjour M. Khan. Bonjour M. Wan. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle et merci d'accepter de recevoir RMI dans votre siège aujourd'hui. Merci pour l'invitation et puis voilà, donc vous êtes les bienvenus et je suis à votre écoute. Merci beaucoup. Donc on va commencer tout de suite par la première question. Est-ce que vous pouvez vous présenter au public mauritanien, j'ai envie de dire, parce que jusque-là, vous étiez plutôt du côté de la diaspora et pour tous nos, en tout cas, vous présentez aux yeux de tous nos compatriotes qui ne vous connaîtraient pas encore. Bon, je crois que je suis suffisamment connu. Je m'appelle Hamidine Mokhtar Khan. Je suis originaire du Trarza et du Gorgol. Du Trarza par mon papa, de Tekan, plus particulièrement, et puis du Gorgol à Daou et à Dolol, El Modinalla. Donc, mais j'ai grandi à Rosso. C'est là-bas où j'ai fait mon enfance, ma tendre enfance et puis mon adolescence. Et puis j'ai fait le collège, l'école primaire, le collège à Rosso, le lycée à Nouakchott. Et puis je suis parti à l'étranger, en Europe, particulièrement en Bulgarie, pour faire l'économie, les études supérieures en économie industrielle surtout, et où j'ai obtenu mon master et où j'ai continué un doctorat dans ce cadre. Ça fait une présentation, c'est une présentation à la fois africaine et académique. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Monsieur Khan, vous avez milité au sein de partis politiques, ça on le sait, mais d'où est née votre intime conviction, votre intime ambition de devenir candidat à l'élection présidentielle? Mais ça date de longtemps, hein, je vous le dis franchement, c'est pas ces dernières années, mais j'avais cette ambition depuis longtemps, vu que mon pays prenait une mauvaise tournure au point de vue sociétal et au point de vue développement économique. Donc, je me suis dit qu'il faudra s'engager pour aider son pays à sortir justement de ce fléau, à sortir de cette impasse. Donc, je me suis dit qu'il est important que les Africains ou bien les Mauritaniens s'engagent justement pour aider leur pays, pour aider mon pays à sortir justement de cette impasse qui est un impasse très, très dangereux pour notre pays, la Mauritanie. Et donc, je me suis dit qu'il faudra élaborer des stratégies, voir la perspective et puis essayer de voir quelles sont les solutions à apporter pour que mon pays puisse s'en sortir. Le moment est venu cette année et je me suis dit qu'il faudra s'engager à corps perdu pour mener la bataille des élections présidentielles et puis pour essayer
d'être élu. Votre engagement ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez un passé, sinon un passif à la JDMR. Qu'en est-il aujourd'hui? J'ai toujours milité. J'ai toujours milité depuis le collège. J'ai milité. J'ai été initié à la politique par Soumeïda et par le Petit Rouge, les gens du MND, dans les années 70. Soumeïda avec Seyhat al-Madloum. Seyhat al-Madloum, ça veut dire la voix de l'opprimé. Et donc, le Petit Rouge aussi, qui est parti au Front Polisario. Je me suis engagé, j'ai toujours été un homme engagé dans la politique, dans une vision globale des choses. Et puis, donc, la JDMR vient après, parce que j'ai été un membre des Flammes. Ça, il faudra le dire. C'est nous qui avons créé le Flamme Rénovation. Nous sommes venus ici pour la réconciliation. Et après, la JDMR est née. Voilà. Donc, j'ai toujours été un homme engagé. Donc, j'ai été membre, ou bien, voilà, j'ai été membre important de la JDMR, en retrait certes, mais un membre. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous êtes sorti de cette formation politique pour vous engager dans votre propre voie? J'ai décidé ces derniers mois de prendre mon envol, d'être indépendant, parce que la vision que j'ai de la Mauritanie, le combat qu'on doit mener pour les élections présidentielles et pour l'avenir, la perspective de la Mauritanie, tout ça, tous ces éléments font que j'ai pris mon envol, j'ai décidé d'être un candidat indépendant pour les élections présidentielles à venir. C'est très clair. On sait qu'une élection présidentielle demande des moyens humains, financiers, logistiques. Comment est-ce que vous comptez déployer, en tout cas, tous ces moyens dans un espace de 2 mois? Nous sommes là-dessus. C'est une vision. Donc, ça a été pris de longue date. Donc, nous sommes dans cette dynamique, dans cette vision. Et puis, voilà. Donc, les choses se font convenablement. Vous êtes plutôt confiant, vous pensez pouvoir couvrir le territoire national pour aller porter votre message, convaincre les Mauritaniens d'où est-ce qu'ils peuvent être, de Trizemour jusqu'à Fomogleite? Nous sommes, oui, mais Fomogleite, ou par exemple Ghabou ou bien Diago, c'est la Mauritanie, dans les Hauts, dans l'Assaba, dans les deux Hauts, dans le Tagan, dans l'Adrar, dans l'Inchiri, partout, dans le Trarza. Nous déployons nos éléments, donc nous sommes confiants. Et puis, nos éléments sont des éléments aguerris. Donc, nous sommes en train de nous déployer, nous avons des éléments sur place et nous sommes en mission. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles nous pouvons compter. Et puis, les gens adhèrent à ce projet, ils sont convaincus que ce que nous faisons, ce que nous menons leur convient. On l'a bien entendu. Maintenant, on va entrer un peu dans le vif du sujet, en tout cas dans ce que vous proposez. Quels sont les grands axes de votre programme? Est-ce que vous pouvez nous en toucher d'un mot, en tout cas des choses qui doivent être visibles et entendues dans votre programme? Ce qui est en premier lieu doit être entendu et visible, c'est le règlement du passif humanitaire. Tous les Mauritaniens le réclament et depuis plus de 3 décennies, on n'arrive pas à régler ce problème de passif humanitaire. Ce problème de passif humanitaire, s'il n'est pas réglé, on ne pourra pas penser à évoluer, à progresser dans notre pays. Entendons-nous un peu sur les mots. Certains disent déjà génocide, d'autres disent épuration ethnique. Moi, je dis passif humanitaire, ça englobe tout ça. Donc, il y a les meurtres qui ont été commis, le règlement justement de tout ça qui englobe tout, qui fait dire que nous parlons d'une seule chose, le passif humanitaire. Passif humanitaire. Donc, c'est clair. Ça englobe tout ça. Vous comprenez? Ouais. Je ne vais pas tergiverser sur des termes ou bien des termes juridiques ou autres là pour qu'il y ait des tiraillements ou bien des non-dits. Vous voyez? Donc, je parle globalement du passif humanitaire qu'il faudra régler. Il faudra régler le problème justement des déportés, les faire revenir avec des conventions entre les États où ils ont été déportés, le HCR et la Mauritanie, et puis parler aussi, par exemple, du recensement biométrique qui s'est passé, dont des centaines de milliers de Mauritaniens n'ont pas accès, et ça, c'est un problème qui est très, 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 très urgent à régler, et ce sera réglé dans les premiers mois. Vous voyez, tous ces problèmes que je suis en train de citer seront réglés le problème de l'esclavage aussi sera mis sur la table.
Voilà, donc ça, c'est des Sous points. quelle forme? Quand vous dites dans les premiers mois, quand on sait que c'est compliqué, des présidents sont passés par ici avec des volontés fortes ou moins fortes. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas pu se faire. Je pense au passif humanitaire, comme vous venez de le dire. Quand vous dites que ce sera réglé dans les premiers mois, ce sera sous quelle forme? Sous forme de conférence nationale, sous forme de juridiction qui sera Conférence nationale, réconciliation nationale. À l'instar de ce qui a été fait en Afrique du Sud ou au Rwanda, c'est ce procédé que nous allons prendre. Et puis nous sommes convaincus que dans les 6 premiers mois, il y aura justement des résultats. On va passer après à autre chose. Parce que vous dites des gouvernements qui sont passés, mais ils n'ont pas fait le nécessaire. Il n'y avait pas de volonté politique à régler ça. Parce qu'il y avait des embûches. Il y avait des gens qui freinaient les cas de fer. Donc nous sommes venus pour régler ce problème, pour que la Mauritanie ait une perspective pour l'avenir. Sans règlement de ces problèmes, rien ne pourra se faire dans ce pays. On a compris en tout cas ces problèmes qui semblent plus ou moins évidents pour vous, en tout cas pour votre historique politique. On s'attend vraiment que vous proposez cela. Mais au-delà de cela, qu'envisagez-vous de faire pour la jeunesse qui en attend de beaucoup de choses sur le plan économique, sur le chômage, où les Mauritaniens sont beaucoup en attente sur ces questions également? Absolument. Bon, donc ça, vous m'avez posé une question. Les premières urgences, c'est ça. Ouais. Les autres urgences qui sont pas très importantes, c'est le problème de la jeunesse et des femmes en Mauritanie. Les femmes n'ont pas droit au chapitre, on leur donne pas le rôle qui leur revient, qui devait leur revenir. Donc, un programme très fort, ambitieux sur les femmes et la jeunesse. La jeunesse mauritanienne, c'est une jeunesse en déshérence. Vous voyez, vous suivez l'actualité, vous êtes au fait de l'actualité. Chaque soir, des centaines de Mauritaniens partent à l'aventure, surtout via le Nicaragua pour regagner les États-Unis. Donc, nous, on va mettre un frein à ça. L'émigration, on va essayer de l'arrêter. Parce que la jeunesse, on va donner de l'emploi à la jeunesse mauritanienne. On va leur donner de l'emploi. L'emploi, ça existe en Mauritanie parce que rien n'a été fait en Mauritanie. Alors, vous qui êtes économiste, peut-être de formation, quand on voit que, l'industrie mauritanienne qui n'est pas aussi active, en tout cas qui n'est pas aussi présente. Comment est-ce que vous comptez donner du travail à beaucoup de gens et surtout comment est-ce que être sûr que la qualification requise qu'ils pourront l'avoir? Il n'y a pas peut-être un problème d'avoir et de formation et de mise en place peut-être des structures adaptées? Absolument, mais ça, je l'ai dit depuis que j'ai commencé à annoncer ma candidature. J'ai parlé de formation, j'ai parlé d'enseignement. Formation professionnelle, d'enseignement. Je l'ai dit, je l'ai répété, la jeunesse doit être formée. L'école mauritanienne est au rabais. Donc, il faudra refonder l'école mauritanienne parce que sans école, point de développement, point de vision globale des choses. Donc, l'école mauritanienne sera refondée. Ceux qui sont dans les métiers, les corps de métier, on va leur donner du travail. Le travail qui devrait exister en Mauritanie ne suffirait pas aux Mauritaniens. Donc, nous serons obligés de faire venir de la main-d'œuvre étrangère, comme le font beaucoup de pays dans le monde. Il faut assumer, oui. Absolument. Mais ça, il faut. Sinon, la Mauritanie ne pourra pas se développer. Nous sommes 5 millions, peut-être moins de 5 millions. Donc, avec ça, tout ce que nous voulons déployer, les infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, les hôpitaux, tout ça nécessite énormément de moyens humains. Et nous n'avons pas ces moyens humains. Donc, nous sommes obligés de faire venir soit du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte, de la Tunisie, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, un peu partout. En Afrique, nous regorgeons de forces humaines. Donc, tout ça, on va les faire venir ici pour faire travailler, pour faire avancer notre pays. Ça, c'est comme ça. Dans l'industrie mauritanienne, on a besoin de bras. Vous voyez, par exemple, les mines. La Mauritanie regorge de mines. Dans tous ces pays qui nous entourent, la Mauritanie est le pays le plus doté en mines. On ne peut pas nous comparer aux autres pays qui nous entourent. La Mauritanie, c'est l'un des pays les plus dotés en mines en Afrique et dans le monde. Et le potentiel n'a pas été exploité comme il se doit. Donc nous sommes engagés à développer l'industrie mauritanienne, l'industrie de transformation mauritanienne ici dans notre pays. Monsieur Khan, ce que vous dites est intéressant, mais vous n'êtes pas sans savoir justement que la question identitaire n'est pas si apaisée en Mauritanie. Vous venez de parler, on a encore parlé de la question des langues. Quand vous dites faire venir la main d'œuvre étrangère, on sait tout de suite que voilà, il y a des poils qui vont se hérisser. Comment résoudre cette problématique?
Mais quand on parle de règlement du passif humanitaire, Parce que certains sont traités d'étrangers, justement. Oui, mais écoutez, Monsieur Wan, il faudra, quand on parle de la Mauritanie, on ne peut pas parler de la Mauritanie sans parler d'histoire. Vous comprenez? Ouais. Ça, la Mauritanie, c'est un pays à forte tradition. Tous ceux qui existent dans ce pays ont toujours existé là, ont toujours été là. Vous voyez? Donc, la Mauritanie, d'abord, sa première création, c'est l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana est né 3 siècles avant Jésus-Christ. Au 3e siècle avant Jésus-Christ, déjà les Soninké étaient là en train de construire l'Empire du Ghana. Donc ça, il faut que ce soit clair dans les esprits et puis que les Mauritaniens s'en servent comme vision. Et puis, qu'est-ce qui guerroyait pour l'Empire du Ghana? C'était les Peuls. C'était les Peuls qui guerroyaient pour l'Empire du Ghana. Vous comprenez? Il y a eu d'autres empires qui sont succédés. Il y a eu l'Empire almoravide. L'Empire almoravide, quand il s'attaquait, par exemple, c'est les Mauritaniens qui ont créé Marrakech. Ils ont créé Marrakech, ils sont partis en Andalousie, à l'assaut de l'Andalousie, de l'Europe. Et qu'est-ce qui était dans les forces vives de ces guerriers? C'était des Peuls, des Soninké, des Wolofs. Ça, il ne faudra pas le sous-estimer. Comprenez? Ça, c'est dans la documentation occidentale. Nous le savons et nous sommes des gens qui sont instruits. Nous connaissons notre histoire. Est-ce qu'elle est dans la documentation mauritanienne? Mais elle l'est, mais voyez-vous, ici, toutes les ethnies qui sont là le savent. Toutes les composantes mauritaniennes le savent. Et c'est l'État qui ne le dit pas? Mais l'État peut-être s'en fiche de l'histoire. Vous voyez? L'histoire et la culture est au début et à la fin du développement. Donc, qu'on le veuille ou non, l'histoire et la culture sont au début et à la fin du développement. Donc, on ne peut pas passer outre, on ne peut pas falsifier l'histoire. On ne peut pas falsifier l'histoire. L'histoire est là, et puis il y a des écrits, il y a aussi des paroles orales. Donc, ça compte. Et puis, l'oralité, c'est de l'histoire aussi. Vous comprenez? Justement, parlons-en. La question des langues, c'est la question qui crispe en Mauritanie. Vous avez évoqué tout à l'heure l'école dont vous dites qu'elle est au rabais. Comment est-ce que vous pensez articuler cette question des langues? Sur la Constitution, il est dit que la langue officielle, c'est l'arabe. Les langues nationales sont les langues, voilà, connues, Soninké, Pulaar et Wolof. D'autres disent pourquoi pas le Bambara. Comment est-ce que vous vous positionnez sur cette question des langues? Pour moi, en Mauritanie, il y a... Et là, on est en train de parler français. Voilà, mais on aurait pu parler en Wolof, en Pulaar, en Soninké. Également. Voyez-vous? Donc, il y a 4 langues en Mauritanie. Il y a le Pulaar, il y a le Hassania, il y a le Wolof et il y a le Soninké. Et ceux qui disent le Bambara? Ça, pour moi, il y a 4 langues. Ok. Entendu. Ceux qui disent le Bambara, effectivement, il y a certains qui peuvent dire le Bambara parce que l'Est mauritanien parle Bambara. Et puis, les Bambara ont toujours été là. La région de l'Adrar, Atara, c'était un mot Bambara, ils sont partis. C'est ce que ça veut dire. C'est ça, Atara, ils sont partis. Les Bambara, dans l'Est mauritanien, la majeure partie des gens qui sont dans les deux Hauts parlent Bambara. Mais, depuis notre indépendance jusqu'à présent, ça ne s'est pas manifesté. Ça ne s'est pas manifesté. Donc, pour nous, il y a 4 langues nationales en Mauritanie. La question linguistique a été toujours un point d'achoppement ici en Mauritanie, mais il faudra prendre ça, il faudra de la concertation et de la bonne volonté. Les Mauritaniens, s'ils veulent un État fort, un État qui avance, un État où l'unité nationale est là, la cohésion sociale est là, le vivre ensemble est là, il faudra s'asseoir sur une table et parler de ces problèmes qui heurtent. Les questions linguistiques sont très importantes, mais il n'en demeure pas moins qu'il faudra les étudier. Toutes les langues mauritaniennes sont à étudier à l'école depuis la maternelle. C'est depuis l'école maternelle ou bien le jardin d'enfants. Est-ce qu'il faut faire des langues nationales, des langues officielles? Pour moi, c'est clair, absolument. Il faudra en faire. Toute langue qui sera étudiée sera une langue de communication et puis de travail. Également. On aura compris votre point de vue, en tout cas, sur ce point.
comment dire, certains vous voient comme un candidat négro, le candidat des négro-mauritaniens. Que pensez-vous de cela? Est-ce que vous pensez comme une alternative pour le repli identitaire? Moi, je n'ai jamais été identitaire. Voyez-vous, dans ma composition familiale, je vous l'ai dit tantôt, je suis un Kan. Les Kan sont mélangés. Les Kan sont mélangés, toute la population le sait. Certains disent que nous sommes d'origine arabe. Vous comprenez? Ça, c'est un fait qu'il ne faut pas négliger. Et puis, à part ça, par la composition de la partie maternelle, j'ai des parents morts. Je suis un Helmodinala. J'ai des parents morts, ça, c'est un fait connu. Donc, moi, le repli identitaire, je ne suis pas là-dedans. Je l'ai dit et je le répète. Moi, je suis pour l'unité nationale, pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble. Toute personne qui me parle de repli identitaire ou bien de je suis ceci, je suis cela, n'est pas est hors de mon champ de vision. Vous n'êtes pas le candidat des peuples. Mais moi, écoutez-moi bien, monsieur Wan, quand je parle, moi, je ne parle pas de Peul, de Hassani, Beni Hassan, ou bien de Wolof ou de Sonike. Moi, je parle en tant que Mauritanien. Je parle en tant que Mauritanien, je soulève les problèmes mauritaniens, je veux un règlement des problèmes mauritaniens, une vision globale pour la Mauritanie, un développement pour la Mauritanie. Je ne parle pas en tant que régionaliste ou bien en tant qu'ethniciste. Non, ça, c'est hors de ma vision, hors de mon entendement, hors de ma pensée. Vous voyez, ça, c'est une chose sur laquelle j'ai jamais adhéré. Entendu. Certains vous considèrent comme l'héritier de Kane Hamidou Baba. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est sorti dans des échanges que nous avons eus. Ils partent d'une parenté supposée ou réelle avec ce feu illustre homme politique mauritanien. Est-ce que vous avez eu le soutien de par le passé? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, voyez-vous, on fait de la politique. On ne fait pas de l'identitaire. On ne fait pas de l'ethnicisme. La parentèle existe, mais il n'en demeure pas moins que lui, c'était quelqu'un de très apprécié, un grand politique mauritanien. Moi, je suis quelqu'un d'autre, parce qu'on n'est pas les mêmes. Même quand on est jumeaux, on n'est pas les mêmes. Voyez-vous? Donc ça, il faudra différencier les choses. Lui, c'est Kane Hamidou Baba, moi, c'est Kane Hamidine Mokhtar. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses qu'il faudra discerner et puis éclaircir et puis justement que les gens se comprennent que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il a fait bouger les lignes. Et il était apprécié partout. Mais moi, je viens en tant que candidat, autre candidat qui a une vision. Peut-être que certaines choses, on se rejoint dans certaines choses, mais j'ai une vision globale. Et moi, ce que je propose, c'est une alternative mauritanienne. Ouais, c'est une alternative crédible, plausible, et puis dont les gens s'adhèrent, vous comprenez. Donc, ça, il faudra que ce message soit compris, entendu et écouté. Entendu. Quand vous dites que les gens adhèrent, comment est-ce que vous le mesurez aujourd'hui? Mais on le mesure par justement les retours, par les retours dans les réseaux sociaux, dans nos déplacements, parce qu'ils disent que c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle chose, et puis ce que je propose, les autres ne l'ont pas proposé. Vous voyez? Donc, moi, ce que je propose, c'est quelque chose de très clair là-dessus, sur le développement, sur le vivre ensemble, sur l'unité nationale, sur justement la Mauritanie. Sur la Mauritanie. Quand vous êtes élu, M. Kane, quelle est la proposition forte que vous proposez rapidement? Vous nous avez parlé tantôt du passif humanitaire, mais vous, quel est le premier décret que vous signerez, ou en tout cas la première chose que vous mettrez sur la place? La première chose, c'est le règlement du passif humanitaire. C'est très clair. Est-ce que vous avez, comment dire, engrangé des soutiens? Certains disent que voilà, qu'il y a eu un rapprochement avec l'homme d'affaires Ould Bouhamatou. C'est à démentir tout de suite ou... Non, ça fait rire. C'est sarcastique. Ah ouais, absolument, monsieur Wan. Disons-le, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais rencontré. Oui, c'est clair. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. Voyez-vous, mais bon, dans la vie, on peut rencontrer tout le monde, mais je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai jamais rencontré encore des hommes d'affaires mauritaniens.
Mais dans l'avenir, certainement, je les rencontre. Parce que dans mon plan de vision globale sur l'alternative mauritanienne, un pan entier, justement, de ces hommes d'affaires dont on a besoin, occupe une part dans le programme. Parce que nous avons une vision pour les hommes d'affaires mauritaniens. Pour les inclure dans un programme global. Dans un programme global pour une Mauritanie beaucoup plus expansive. Parce que les hommes d'affaires mauritaniens, les commerçants mauritaniens sont des entrepreneurs très aguerris. Donc, nous voyons que le marché mauritanien est très étroit. Nous sommes 5 millions. C'est un marché très étroit. Et l'espace vital mauritanien, c'est l'Afrique. Donc, on va les projeter en Afrique pour qu'ils montrent leur capacité, leur génie, pour qu'ils s'enrichissent en Afrique, comme le font les Occidentaux ou les Chinois. Les Mauritaniens ont cette capacité. Donc, nous allons ouvrir les portes de l'Afrique aux entrepreneurs mauritaniens, aux financiers mauritaniens, pour qu'ils montrent leur expertise. Entendu. Vous qui êtes issu de la diaspora, ou en tout cas qui avez vécu un temps certain, est-ce que la diaspora est imperdable pour vous? Ça, je ne peux pas le dire, mais je sais que les messages que je véhicule, et puis le programme qu'ils ont lu, qu'ils ont écouté, le projet de société, pour beaucoup, ça leur convient. Donc, la diaspora, elle est multiple, elle est diverse. Donc, on ne peut pas être à 100% sûr que cette diaspora est pour moi, ou bien que c'est un acquis. Il y a d'autres compétiteurs qui sont là et qui vont argumenter aussi. Mais j'ose espérer que la vision que j'ai de notre pays, c'est une vision qu'ils ont toujours partagée. Voilà, donc... Une fois, en tout cas pour la diaspora, une fois que la question de la double nationalité est réglée, en tout cas, comment proposez-vous? Moi, ce que j'ai dit à la diaspora mauritanienne un peu partout dans le monde, pas seulement en Europe, hein, aux États-Unis, nous sommes partout au Sénégal, oui. Mais partout, nous sommes très présents un peu partout. Les Mauritaniens, en Australie, j'ai des amis qui sont là-bas. J'ai des amis qui sont installés en Chine. J'ai des amis qui sont installés au Japon. Vous voyez, des intellectuels mauritaniens. Donc, ce que je leur dis, qu'une fois venus au pouvoir, je vais les appeler à revenir en Mauritanie. Je vais les inciter à revenir en Mauritanie parce que l'écrasante majorité de la diaspora mauritanienne sont des intellectuels de haut niveau. Donc, nous allons créer une académie mauritanienne des sciences. Ce sera parmi les premiers décrets que nous allons élaborer. C'est un décret, la création d'une académie mauritanienne des sciences. Tous ces génies mauritaniens, tous ces savants mauritaniens, on va les inciter à revenir au pays pour aider au développement du pays. Voilà. Donc, il y a ces choses. Et puis, nous avons des savants qui sont dans l'avionique, dans les fusées. Tout ça, on va essayer de les faire revenir. Ils sont dans British Aerospace. Vous comprenez? Ils sont à Toulouse. Ils sont à la NASA. Ils sont aux États-Unis, au Canada. Ils sont en Europe plein d'intellectuels. Nous allons créer une agence spatiale mauritanienne. Une agence spatiale mauritanienne. Absolument, à l'instar de tous ces pays qui le font. Pourquoi pas nous? Pour aller chercher quoi? Pour aller dans l'espace, on ne va pas se cantonner à ramasser des pierres tout le temps. Oh, ce que les autres pays cherchent dans l'espace, la Mauritanie aussi va chercher ce qu'ils cherchent dans l'espace. On ne va pas, et puis je suis convaincu que ces génies africains vont venir en Mauritanie pour nous donner un coup de main parce que beaucoup de génies africains cherchent à ce qu'il y ait une agence spatiale dans leur pays au niveau de l'Afrique, mais ces Africains ne sont pas intéressés à ça. Nous sommes intéressés. La Mauritanie est intéressée à ça. La Mauritanie doit être un hub de la recherche spatiale en Afrique. Absolument, pourquoi pas? C'est une volonté politique, c'est une ambition. La Mauritanie en a les capacités. La Mauritanie en a les capacités. Merci beaucoup. En tout cas, revenons un peu aux choses politiques. En tout cas, l'opposition traditionnelle n'a pas pu se mettre d'accord sur une candidature unique. Ça et là, il y a eu des rencontres, en tout cas, qui n'ont pas été concluantes. Quelle est votre position sur ce sujet? Est-ce que vous pensez qu'il faut une candidature unique pour l'opposition? Bon, ça, ça aurait été bien, mais ça ne s'est pas concrétisé. Bon, en politique, il y a des tiraillements. Tous ces partis politiques sont des partis à encourager. Ils ont joué le jeu. C'est des partis qui ont toujours été présents ici dans notre pays, qui ont combattu, qui ont fait de la résistance. Donc, ce sont des partis politiques à féliciter, à encourager et à remercier.
Vous voyez. Mais bon, arrive au moment de la prise de décision, là c'est une autre chose, c'est une autre paire de manches. Vous voyez. Donc bon, c'était à encourager, mais bon voilà, donc ça n'a pas pu se faire. Comment dire, comment est-ce que vous jugez le quinquennat de Mohamed Cheikhul Ghazouani, l'actuel président? Certains osent dire ça se résume à Ta'azour, aussi bien pour le pont que le programme. Bon, moi, j'ai pas l'habitude de critiquer une personne, je critique une politique globale. Vous voyez. Donc la personne en elle-même, je ne peux pas la critiquer. C'est un chef d'État, le chef de la... On en parle de programme, de son quinquennat. Voilà, ouais, on ne parle pas de sa personne. Voilà, donc le quinquennat, bon, c'est les Mauritaniens qui le disent, hein. Voilà, donc nous le voyons, c'est un quinquennat, c'est un gâchis. C'est un gâchis. Pourquoi? Beaucoup de choses n'ont pas été réalisées. Beaucoup de choses, ça veut dire, nous n'avons pas fait de grandes réalisations, alors que la Mauritanie, avec le potentiel que nous avons, aurait pu aller plus loin, très loin. Même quand on sait qu'il y a eu le Covid-19 qui a retardé de beaucoup de choses. La Covid-19 a retardé pas seulement en Mauritanie, dans le monde entier. C'est un freinage global. Il y a eu un repli de croissance partout. Et puis, il faudra le dire, le système mauritanien de santé est un système défaillant. On a eu beaucoup de décès. Tout ça sont des améliorations qu'il faudra faire. Donc, nous disons que ces 5 ans, c'est un gâchis. Bon, malheureusement aussi, il y a la Covid qui est passée par là. Donc, mais beaucoup de choses auraient pu être faites et n'ont pas été faites. Alors, c'est en 5 ans de gâchis. Pourquoi les choses promises n'ont pas été faites, ou il n'y avait même pas de vision avant l'élection? Comment est-ce que vous l'expliquez, en tout cas, que rien n'a, en tout cas, pas grand-chose n'a pu être fait durant ces 5 premières années? Ça se résume à une chose qui reprend tout: la population est devenue beaucoup plus misérable. Ça en dit tout. Elle s'est paupérisée. Elle s'est paupérisée, et ça se voit en Mauritanie, un peu partout. Il y a beaucoup de misère, et ça, c'est un signe de déclin. Beaucoup de misère en Mauritanie, avec 5 millions d'habitants. Le potentiel que nous avons, pastoral, agricole, halieutique, sans parler des mines, du pétrole et du gaz, ces 3 secteurs auraient pu suffire à la Mauritanie pour être un pays prospère. Rien n'a été fait. Du gâchis a été fait dans tous ces secteurs, et tous ces secteurs sont à relever, à construire, à reconstruire. Donc, les mines, c'est un autre pan dont on va parler certainement, mais il faudra dire aux Mauritaniens que ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. La population est devenue beaucoup plus misérable. Et ça, c'est des choses à relever. Parce qu'une population misérable, ça veut dire la délinquance s'en ressent, l'insécurité s'en ressent. L'insécurité ici en Mauritanie est galopante, surtout à Nouakchott. Alors, comment comptez-vous justement résoudre ce problème d'insécurité quand vous évoquez tout à l'heure la problématique ou la solution que pourraient être les mines d'un point de vue économique? La solution de cette insécurité, c'est le travail et l'emploi. L'un des plus grands ministères qui sera créé, c'est le ministère du Travail et de l'Emploi. Donner de l'emploi aux Mauritaniens. Ici, d'ailleurs, on voit qu'il y a des médecins qui ont fini leur formation, qui sont en grève parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail. Est-ce que c'est compréhensible pour la Mauritanie? Alors que la population est en train de crever en masse. Là, il n'y a pas de soins. Il n'y a pas de soins de santé. Il n'y a pas de médicaments. Plus de 100 médecins qui disent qu'on n'arrive pas à les embaucher. Est-ce que c'est normal pour un pays comme la Mauritanie? C'est pas normal. Tout ça, c'est des problèmes à régler. Le problème des mines, c'est un secteur, voyez-vous, on ne peut pas baser son développement seulement sur les mines. Les mines créent beaucoup de tensions. Les mines, le pétrole et le gaz, c'est des sources de tension. Nous sommes dotés dans les mines, nous sommes dotés en pétrole et en gaz. Le gaz qui a été découvert au large entre Ndiago et Nouakchott, c'est parmi les gisements les plus importants au monde. Vous voyez, donc la Mauritanie a des capacités de projection, vous voyez, industrielles, des capacités très 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 fortes de projection industrielle. Donc ça, il faut mettre ça à profit. Comme je vous l'ai dit tantôt, la main-d'œuvre mauritanienne ne sera pas suffisante pour développer nos industries. Donc on sera obligé de faire venir des étrangers pour nous aider à développer comme le font les États-Unis, comme le font l'Europe, comme le font d'autres pays. Donc, mais oui, absolument, ça se voit.
Ils font venir de la main-d'œuvre étrangère qui développe leur pays. Vous voyez, la Thaïlande, c'est la même chose. Ah oui, le développement de la Thaïlande, c'est les étrangers, surtout des Indiens et autres qui le font. Donc la Mauritanie va passer obligatoirement par ce chemin. Comment dire, comment est-ce que vous voyez la Mauritanie dans 20 ans? Dans 20 ans, moi, je me projette déjà comme chef d'État mauritanien. Vous n'allez pas rester... non, je me projette déjà comme chef d'État mauritanien et si Dieu le veut, je fais 2 mandats, déjà des pans entiers seront développés. Des pans entiers de l'économie mauritanienne sera développée. Ma vision pour la Mauritanie, c'est une vision pas de 10, 20, non. Moi, ce que j'ai analysé depuis ces 17, 20 dernières années, c'est une projection de 50, 100 prochaines années pour la Mauritanie, comme le font les grands instituts de recherche en géostratégie. Pour la Mauritanie, et ça, je vais le léguer aux Mauritaniens pour qu'il ait une vision globale de la Mauritanie dans les 50, 100 prochaines années. Et c'est quelque chose de faisable, de crédible, de plausible et de réalisable. On aura entendu, en tout cas, dans tout ce qu'on a évoqué, on n'a pas encore évoqué la question écologique et pourtant on a bien évoqué la question des énergies fossiles. Qu'en dites-vous? Parce que vous ne m'avez pas posé la question. J'allais en venir. Parce que quand on parle justement d'halieutique, quand on parle de pétrole, quand on parle de gaz, il faudra parler justement de l'environnement. L'environnement mauritanien, on dit que c'est un environnement hostile. Parce que nous n'avons que 5% de couverture végétale le long de la vallée du fleuve. Mais il faudra se dire que nous avons cette capacité de projection dans l'éolienne, dans le solaire, dans aussi les trucs maritimes. Vous comprenez? Donc, il faudra se dire aussi que nous, quand on viendra au pouvoir, il y aura justement la ceinture verte, là, nous allons la faire. Parce que est-ce que c'est souhaitable? Je pose la question à dessein. Est-ce qu'il ne faut pas respecter la nature telle qu'elle est? Depuis les années 70, on sait qu'une sécheresse, en tout cas, s'est abattue. Une grosse partie de la Mauritanie est devenue plus sèche qu'elle ne l'était auparavant. Est-ce que c'est pas le cours naturel des choses? Ouais. Est-ce qu'il faudra essayer d'inverser la tendance? Il faut inverser la tendance. Il faut essayer. Vous pensez pas que c'est pas un combat perdu? Non, c'est la nature. Non, c'est pas un combat perdu. Moi, je suis sûr que les choses peuvent se faire. Nous avons rasé nos forêts en Mauritanie. Le Guidimakhar était rempli de forêts. Il y avait des éléphants, il y avait des lions. Mais tout a disparu. Qui n'existe dans les comptes aujourd'hui. Mais voilà. Donc, la forêt a été abîmée. Une forêt classée de Gani ici, à côté de chez nous. Hein? Mais elle a été rasée. Vous comprenez? Donc, il faut reboiser. On va reboiser à tour de bras. On va reboiser très fortement. Ce que fait la Chine maintenant, on va le faire. Et puis la Mauritanie, ne croyez pas seulement qu'il y a que de l'eau, il y a de l'eau que sur la vallée du fleuve. Non, la Mauritanie est remplie d'eau. Ça veut dire dans le nord de la Mauritanie jusqu'au Soudan, c'est une mer d'eau douce. Donc nous allons faire jaillir cette eau pour faire de l'agriculture dans le nord de la Mauritanie et de l'élevage. Dans le nord de la Mauritanie. Dans les oasis. Non. Dans le nord de la Mauritanie, on fera de l'agriculture et de l'élevage. Vous verrez que certaines personnes ou bien certains habitants qui sont le long de la vallée du fleuve ou qui sont dans l'est mauritanien vont partir dans le nord de la Mauritanie pour faire de l'élevage et de l'agriculture. Parce que c'est des secteurs que nous allons appuyer financièrement et matériellement. Pour le développement, la Mauritanie ne s'alimente pas. La Mauritanie ne peut pas vivre par ses propres moyens. Nous importons tout en Mauritanie. Et ça, c'est une économie qui n'est pas viable. C'est une économie qui n'est pas viable. Nous avons besoin d'une économie réelle en Mauritanie. Jusqu'à présent, nous n'avons pas d'économie réelle. Vous comprenez? Merci beaucoup, Monsieur Kane. Un dernier mot pour finir. Que dites-vous aux Mauritaniens qui nous regardent aujourd'hui, qui vous regardent aujourd'hui? Je dis aux Mauritaniennes et aux Mauritaniens que la Mauritanie est un grand peuple, d'une grande civilisation. C'est un pays où la cohabitation entre les communautés existe depuis plus de 1500 ans. Donc c'est ça qui fait notre force, c'est ça que nous devons regarder pour une cohésion, pour une justice, pour une égalité. Pour que la Mauritanie vive, il faudra qu'elle soit solidaire, juste et prospère.
Donc nous avons cette ambition pour la Mauritanie, nous savons que c'est réalisable. Les Mauritaniens veulent justement voient cette vision, ont besoin de cette vision et ils y adhèrent. Donc nous disons, allez-y vous réinscrire, votez massivement en juin prochain, et puis pour qu'il y ait un changement définitif en Mauritanie, pour qu'il y ait un changement de paradigme, la Mauritanie en a besoin pour qu'elle se pérennise. Parce que à l'heure actuelle, la Mauritanie est un pays tremblant. Un pays qui est encore en train de se chercher. Alors que les communautés mauritaniennes ont toujours vécu ensemble. C'est ça qui a fait leur force, parce que l'islam, si elle a prospéré en Afrique, c'est grâce, elle est partie de la Mauritanie. C'est la Mauritanie qui a donné le ton pour que l'islam soit reconnu en Afrique et puis que l'islam prospère en Afrique. Donc cette force-là, nous devons la faire revivre par la culture, parce que la Mauritanie, c'est un pays de culture. Et puis toutes ces industries culturelles seront revalorisées pour la jeunesse et pour le futur de la Mauritanie. Merci beaucoup, M. Kane. Nous vous souhaitons une très belle campagne et nous vous souhaitons le meilleur. C'était Ambition présidentielle sur rmiinfo.com. On se retrouve très rapidement avec un nouveau candidat.